Le célèbre thermomètre de la vallée de la mort n'indique que la moitié de la vérité. Il mesure la température de l'air, mais ne registre pas des éléments encore plus mortels. La désorientation, lorsque tous les paysages se ressemblent. La panique, lorsque l'on réalise soudainement qu'il n'y a pas d'eau. La confiance illusoire d'une carte qui ne mène nulle part. La vallée de la mort est un phénomène géologique coincé entre les crêtes escarpées de Panamint et Amargosa. Située à 86 mètres sous le niveau de la mer, elle forme un gigantesque piège thermique naturel. L'air brûlant, incapable de franchir les montagnes environnantes, redescend et se réchauffe encore plus sous la pression. Ces poches d'air chaud créent l'un des endroits les plus chauds de la planète. En juillet 1996, la température de l'air a atteint 46 degrés X et la surface du sable s'est réchauffée jusqu'à 82 degrés X, suffisamment pour faire fondre les semelles des chaussures. L'été 1996 est entré dans l'histoire du parc comme l'un des plus chauds, plus de 40 jours avec des températures supérieures à 48 degrés. Par un tel temps, le corps humain perd jusqu'à 2 litres de liquide par heure, transformant l'absence d'eau en une condamnation à mort. Le contraste entre la réalité mortelle et la beauté envoûtante fait de la vallée de la mort un aimant pour les touristes du monde entier. Ils viennent pour voir des paysages surréalistes, mais quittent rarement leur voiture climatisée en été. Pour les gardes forestiers du parc, la vallée de la mort reste un lieu de respect et non d'aventure imprudente. Le désert ne pardonne pas les erreurs, répète-t-il, soulignant la règle principale de survie, ne jamais quitter son véhicule en cas de panne. Cette règle, écrite avec le sang des victimes précédentes, est devenue un mantra sacré pour tous ceux qui connaissent le vrai visage de la vallée de la mort. En juillet 1996, 4 touristes allemands ont franchi la frontière invisible entre l'aventure et la catastrophe en s'engageant sur la route de terre d'Anvil Canyon, une décision qui allait transformer leurs photos de vacances en preuve d'un des accidents les plus mystérieux de l'histoire des parcs nationaux américains. Egbert Rimkus, architecte de 34 ans, originaire de Dresde, regardait le monde avec l'assurance d'un homme habitué à mesurer l'espace et à calculer les proportions. Sa vie en Allemagne n'était pas facile. Divorce avec Heike Weber, dispute pour la garde de leur fils. Mais ce voyage aux États-Unis lui offrait un nouveau départ, l'occasion de se rapprocher de Georg, 11 ans, et de consolider sa relation avec Cornelia Mayer, sa petite amie de 27 ans. Cornelia, qui dirigeait une entreprise florissante en Allemagne, était la plus pragmatique des deux. C'est à son nom qu'ils louèrent une Plymouth Voyager verte à Los Angeles le 8 juillet, après leur arrivée de Seattle. Son fils de 4 ans, Max, un petit garçon blond aux yeux curieux, donnait à leur groupe l'air d'une vraie famille. En 3 semaines, ils ont parcouru une grande partie de la côte ouest des États-Unis, des plages de San Clemente au casino de Las Vegas, où ils ont séjourné au Treasure Island Resort. Leurs photos, retrouvées plus tard dans leurs bagages, montrèrent des touristes heureux et ordinaires, admirant les grands espaces américains. Une histoire simple qui aurait pu être racontée par des centaines d'autres voyageurs européens. Mais un détail allait prendre une tournure sinistre. Alors qu'il était à Las Vegas, Egbert a contacté Heike pour lui demander de lui prêter de l'argent. Après avoir essuyé un refus, il transféra 1 500 $ depuis son compte bancaire. Cette transaction révélait des contraintes financières susceptibles d'influencer leurs décisions futures, choix des itinéraires, des hôtels, dépenses en essence. Les touristes allemands percevaient l'Ouest américain à travers le prisme des représentations romantiques européennes façonnées par les livres de Karl May et les westerns hollywoodiens. Pour eux, le désert n'était pas un piège mortel, mais une aventure exotique, un décor pour les photos qu'ils montreraient à leurs amis à leur retour. Aucun d'entre eux n'avait l'expérience de la survie dans des conditions où la température dépasse régulièrement 37 degrés et où la source d'eau la plus proche peut se trouver à des dizaines de kilomètres. Ils se distinguaient des autres touristes par leur approche de la planification. Au lieu d'hôtels confortables, ils choisissaient parfois de passer la nuit à la Belle Étoile, comme en témoignait le sac de couchage Coleman et la tente trouvée plus tard dans leur voiture. Les jouets de Max éparpillés dans le minibus rappelaient que malgré leur soif d'aventure, c'était une famille ordinaire, qui n'était pas prête à affronter des épreuves extrêmes. La famille devait rendre la voiture à Los Angeles le 26 juillet. Le lendemain, leur vol pour l'Allemagne était prévu. Ces dates imposaient un calendrier très serré, un facteur supplémentaire qui a pu les pousser à prendre des décisions risquées. Le lundi 22 juillet 1996, le thermomètre affichait 46 degrés à Furnace Creek dans la vallée de la mort.
Le même jour, Egbert et Cornelia sont entrés dans le parc national avec leurs enfants et se sont arrêtés au centre d'accueil. Ils y ont acheté 2 exemplaires du guide touristique de la vallée de la mort, ça en allemand. Ce choix confirmait leur intérêt touristique normal, mais le fait de ne pas avoir posé de questions aux gardes forestiers sur la sécurité des itinéraires s'avérera plus tard fatal. À ce moment-là, leurs réserves financières fondaient à vue d'œil. Le minibus de location avait déjà parcouru une distance considérable, de Los Angeles à San Clemente, puis à Las Vegas et maintenant à la vallée de la mort. Il restait moins de 5 jours avant le retour à l'aéroport et le parc national de Yosemite se profilait encore à l'horizon. La simple logistique les poussait à rechercher les itinéraires les plus courts. En étudiant la carte de la vallée de la mort, pas un GPS moderne, mais une carte papier avec des indications floues sur les chemins de terre, ils ont repéré un itinéraire potentiel à travers les contreforts occidentaux. Pour éviter un long détour par la frontière est du parc, il était possible de traverser le terrain montagneux par le col Mengel Pass, de rejoindre l'autre versant et de se diriger directement vers Yosemite. Sur la carte, la route semblait praticable. Rien n'indiquait qu'il fallait un véhicule à 4 roues motrices avec une garde au sol élevée, et non un minibus urbain Plymouth Voyager avec une garde au sol de seulement 15 cm. En 1996, de telles mises en garde étaient rares sur les cartes touristiques. Dans l'après-midi, la famille est arrivée au camp minier abandonné de Warm Springs. Là, dans une petite pièce poussiéreuse, se trouvait un livre d'or. Cornelia y a laissé un message indiquant qu'il se dirigeait vers le col Mengel. Ce journal, découvert seulement en octobre, allait devenir un indice crucial pour comprendre leur itinéraire. C'est également là, dans une cabane géologique près de Warm Springs, qu'ils ont pris un drapeau américain, un souvenir qui sera retrouvé plus tard dans le minibus. Ce geste impulsif reflétait leur insouciance, l'état d'esprit de personnes qui ne se rendaient pas compte qu'elles étaient au bord du gouffre. Le voyage se poursuivit sur des chemins de terre. Peu à peu, la voiture commença à être secouée par les bosses et les roues s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans le sable. Le moment vint où Egbert dut admettre que la route était impraticable pour leur véhicule. Ils s'approchèrent du col de Mengel, mais la montée raide, jonchée de cailloux, indiquait clairement que le minibus ne pourrait pas passer. Après avoir fait demi-tour, la famille se retrouva face à un dilemme. Reprendre le même chemin difficile jusqu'à la route principale, perdant ainsi une journée précieuse, ou essayer un autre itinéraire qui semblait prometteur sur la carte. À l'intersection de chemins de terre, loin de toute civilisation, Egbert a choisi de tourner vers le sud, en direction d'Anvil Canyon, au lieu de revenir par le chemin connu. Ce choix s'est avéré fatal. Le canyon aux parois abruptes et au fond sablonneux était impraticable pour un minivan ordinaire, même s'il semblait praticable sur la carte. Bientôt, la route se détériora. Le canyon se rétrécit, le sable devint meuble. À la bifurcation, fatigué par une longue journée, Egbert tourna à droite alors que la route principale partait à gauche. Ici, la route disparut rapidement dans un lit de sable. En essayant de revenir en arrière, il patina et les 2 pneus arrière éclatèrent à cause de la surchauffe. Avec une détermination désespérée, Egbert a parcouru encore environ 60 mètres sur les roues endommagées jusqu'à ce que le minibus s'enlise définitivement. À ce moment-là, une roue avant avait également crevé. La voiture était bloquée à 3 km de l'entrée du canyon. La nuit tombante apporta un peu de fraîcheur, mais aussi la prise de conscience de la situation. Ils se trouvaient au cœur de la vallée de la mort, avec 3 pneus crevés, à des dizaines de kilomètres du moindre téléphone. Le minibus restait leur seul refuge contre la chaleur, mais chaque heure d'attente réduisait leurs chances de revenir à Los Angeles à temps. Sur la carte, ils ont repéré la base du China Lake Naval Weapons Center à 14 km au sud. Pour des Européens habitués aux installations militaires surveillées, cela pouvait sembler être le salut. Egbert et Cornelia se trouvèrent désormais face à une décision qui allait transformer un simple contretemps en une tragédie mystérieuse. L'aube du 23 juillet à Anvil Canyon fut impitoyablement précoce. Les premiers rayons du soleil, se reflétant sur les parois sablonneuses du canyon, transformèrent le minibus en fournaise. À 6 heures du matin, la température à l'intérieur avait déjà atteint 35 degrés T et continuait d'augmenter à chaque minute. La présence silencieuse du volcan endormi qui façonne la géologie de la vallée de la mort se faisait sentir à chaque bouffée d'air chaud. La première tentative pour dégager la voiture s'est soldée par un échec. Egbert a trouvé un cric dans le coffre, mais le sable meuble le rendait inutile. La base s'enfonçait constamment,
empêchant de soulever le minivan pour changer les roues. Une opération simple qui aurait pris 20 minutes sur une chaussée solide s'est avérée impossible ici. Les réserves d'eau sont devenues la principale source d'inquiétude. Comme la plupart des touristes, ils avaient emporté quelques bouteilles, mais pas les bidons nécessaires pour survivre dans le désert. Pour 4 personnes, dont 2 enfants, par une chaleur dépassant 37 degrés C, leurs réserves pouvaient durer au maximum 1 jour ou 2. Et cela avec une ration stricte, ce qui est extrêmement difficile à expliquer à un enfant de 4 ans. Cornelia, dans son journal intime allemand retrouvé 13 ans plus tard, a consigné ses impressions du voyage jusqu'au 22 juillet. Ces lignes s'interrompent en plein milieu, constituant la dernière trace écrite connue de la famille. Le temps commençait à se resserrer autour d'eux. Chaque heure passée dans le minibus en panne réduisait leurs chances de revenir à temps. Dans 3 jours, ils devaient rendre la voiture à Los Angeles, et le 27 juillet, leur vol pour l'Allemagne était prévu. Cette pression psychologique et littérale due à l'air chaud qui envahissait l'habitacle devenait insupportable. Georg, un garçon de 11 ans, a peut-être été le premier à montrer des signes d'épuisement dus à la chaleur, nausées, vertiges, irritabilité accrue. Le petit Max, trop jeune pour comprendre le danger, était probablement celui qui souffrait le plus de la chaleur, car le corps d'un enfant se déshydrate beaucoup plus rapidement que celui d'un adulte. Vers midi, Egbert a pris une décision qui sera ensuite analysée par des dizaines d'experts en survie. Il a décidé de sortir de la voiture et d'inspecter les environs. Peut-être y avait-il une source d'eau à proximité, ou au moins une élévation d'où l'on pouvait voir la route et éventuellement trouver de l'aide. Après avoir parcouru environ 1,5 km vers l'est, Egbert s'est arrêté sous un buisson clairsemé qui lui offrait un peu d'ombre. C'est là, dans le désert, comme l'ont montré les traces retrouvées plus tard, qu'il est resté assis un certain temps, peut-être à réfléchir à la suite des événements ou simplement à reprendre des forces avant de retourner auprès de sa famille. Une bouteille de Bud Ice vide, trouvée à cet endroit, témoigne du fait que la soif physique l'emportait sur le bon sens. L'alcool ne fait qu'accentuer la déshydratation dans des conditions de forte chaleur. De cet endroit, on avait une vue sur la partie est de la vallée. C'est peut-être là qu'Egbert a réalisé pour la première fois à quel point ils étaient loin de la civilisation. Il y avait 25 km jusqu'à la route goudronnée la plus proche, Badwater Road, en ligne droite, à travers des terres stériles, sans sentier, ni point de repère. La vue vers le sud offrait cependant une autre perspective. Quelque part là-bas, à 9 km de leur position actuelle, se trouvait la limite de la base du China Lake Naval Weapons Center. Pour un Européen qui ne connaît pas les particularités des installations militaires américaines, cela pouvait sembler une direction logique pour chercher de l'aide. De retour au minibus, Egbert fut confronté à un dilemme cornélien. Rester dans le véhicule signifiait une mort lente mais certaine sous un soleil de plomb, avec des réserves d'eau qui s'épuisaient et aucune garantie que quelqu'un passerait par cette route déserte. Il ne fallait pas compter sur un sauvetage rapide. Même si Heike avait signalé la disparition de sa famille le jour du vol manqué, le 27 juillet, les recherches dans une zone aussi vaste auraient pu prendre des semaines. L'alternative était tout aussi risquée. Quitter la relative sécurité de la voiture et partir à pied à travers le désert impitoyable vers un salut hypothétique. Contre toutes les règles de survie dans la nature sauvage, Egbert, après de douloureuses hésitations, a probablement choisi la deuxième option. Les préparatifs ont été minimes. La famille n'a emporté que le strict nécessaire, le passeport et la carte bancaire de Cornelia, son agenda, quelques effets personnels, le reste de l'eau et peut-être un peu de nourriture. On ignore ce que portait le petit Max et ce qui avait été emporté pour se protéger du soleil brûlant. Le minivan était soigneusement verrouillé, comme s'ils avaient l'intention de revenir. À l'intérieur, ils ont laissé un sac de couchage, une tente, des jouets et d'autres objets non essentiels. La décision de partir à midi, lorsque la température atteignait son maximum, semble irrationnelle, mais dans une situation de panique croissante, la logique fait souvent défaut. Peut-être que l'état des enfants, qui empirait d'heure en heure dans la voiture surchauffée, a été le facteur déclencheur. Peut-être qu'Egbert espérait qu'il pourrait parcourir une distance suffisante avant que la fraîcheur du soir ne tombe. La route qu'ils ont choisie menait vers le sud, directement vers la ligne de la base militaire indiquée sur la carte. C'est cet itinéraire qui, 13 ans plus tard, s'avérera être la clé de l'énigme de leur disparition dans l'hypothèse de Tom Mahood. Pour un Européen habitué à des territoires densément peuplés, 14 km pouvait sembler une distance surmontable.
mais dans les conditions de la vallée de la mort, avec une température du sable atteignant 82 °C et une température de l'air avoisinant les 41 °C, chaque kilomètre devenait une épreuve épuisante. Imaginez 4 personnes, dont 2 enfants, avançant lentement dans le désert sous un soleil impitoyable, sans chapeau ni vêtements spéciaux, avec un minimum d'eau, probablement déjà en proie aux premiers symptômes d'un coup de chaleur. Tous les quelques centaines de mètres, ils devaient s'arrêter pour reprendre leur souffle ou laisser les plus jeunes se reposer. La progression était douloureusement lente. Le fait qu'ils ne soient jamais revenus à leur véhicule indique qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils perdaient soit leur sens de l'orientation, soit la capacité physique de faire demi-tour. À chaque pas en avant, le retour au minibus devenait de moins en moins envisageable. Le désert est impitoyable pour le corps humain. À des températures supérieures à 40 degrés C, les mécanismes de refroidissement de l'organisme commencent à défaillir. Une transpiration abondante est rapidement suivie d'une sécheresse cutanée due au manque d'eau. Vient ensuite l'épuisement thermique, vertige, nausées, faiblesse musculaire. Pour Max, un garçon de 4 ans dont le système de thermorégulation n'était pas encore complètement développé, ce processus s'est accéléré. Un enfant de son âge perd 2 à 3 fois plus d'eau qu'un adulte. Probablement, après seulement quelques heures de marche, les adultes ont dû le porter. Georg, 11 ans, était plus résistant, mais également très vulnérable à la chaleur. Son corps européen, peu habitué aux températures extrêmes, ne supportait pas la chaleur interne. L'examen des restes humains découverts en 2009 n'a révélé aucun signe de violence ou de blessure. La famille est morte de causes naturelles, coup de chaleur et déshydratation. Derrière cette formulation laconique se cache le drame inimaginable de leurs dernières heures. Le dernier stade du coup de chaleur s'accompagne de désorientation, d'hallucination et de perte de conscience. La température interne du corps dépasse les 40 degrés, provoquant une défaillance des organes internes. La réalité se confond avec le délire, le paysage environnant se déforme. Malgré ces conditions, la famille a réussi à parcourir environ 9 km. L'endroit où leurs restes ont été retrouvés témoigne de l'incroyable endurance humaine, même dans des circonstances extrêmes. Ils ont avancé presque en ligne droite vers la frontière de la base militaire. Cette détermination montre que même dans des conditions critiques, Egbert a gardé l'esprit clair, s'orientant peut-être grâce au soleil ou aux montagnes lointaines. Parmi les objets trouvés près des restes, il y avait une bouteille de vin vide, identique à celle trouvée dans le minibus. Peut-être dans leur désespoir, ont-ils bu tout ce qui pouvait étancher leur soif, même si cela ne faisait qu'accélérer leur déshydratation. L'absence de traces de campement ou d'abri indique que la famille a continué à avancer jusqu'au bout. À un moment donné, ils n'ont tout simplement plus été en mesure de continuer. La disposition des restes suggère qu'ils sont morts les uns à côté des autres, peut-être en essayant de se protéger du soleil. Jusqu'à la fin, ils sont restés ensemble, comme une vraie famille. Le moment exact où les traces de la famille allemande se sont perdues dans le désert restera à jamais inconnu. D'un point de vue scientifique, leur corps, privé d'eau et exposé à des températures extrêmes, ne pouvait pas survivre plus de 48 heures. Il est probable que le soir du 24 juillet 1996, tous les 4 avaient déjà quitté ce monde. La vallée de la mort les a accueillis dans ses bras comme des témoins silencieux de sa puissance implacable. Les lois impitoyables de la nature, que les touristes allemands ont si tragiquement sous-estimées, ont pris le dessus sur la volonté humaine de survivre. En plein air, à 9 km du minibus et à 5 km de la frontière de la base militaire, ils sont devenus partie intégrante du désert. Après leur mort, le désert a continué son œuvre. Le soleil brûlant, l'air sec et les vents sableux ont accéléré les processus naturels. Les animaux sauvages, coyotes, vautours, petits charognards, ont progressivement dispersé les restes sur une petite distance. Les effets personnels, le passeport de Cornelia, sa carte bancaire, son agenda sont restés intacts, préservés par la sécheresse de l'air, mais se sont progressivement recouverts d'une fine couche de sable se fondant dans le paysage. Paradoxalement, alors que la famille avait disparu sans laisser de traces, le minibus qu'ils avaient loué était toujours garé au même endroit où ils l'avaient laissé. Verrouillé, avec toutes ses affaires à l'intérieur, il aurait pu rester ainsi pendant des années, se détériorant lentement sous l'effet du soleil et des tempêtes de sable, mais toujours reconnaissable. Dans ce canyon isolé, rarement fréquenté même par les gardes forestiers, il aurait pu passer inaperçu pendant longtemps. Les jours, les semaines, les mois passèrent. Le 26 juillet, jour où le minibus devait être restitué à l'agence de location à Los Angeles,
Aucune nouvelle des locataires n'était parvenue. Le 27 juillet, leur place sur le vol à destination de l'Allemagne était restée vide. Ce n'est qu'alors que les recherches ont lentement commencé, mais un temps précieux avait déjà été perdu. Alors que Heike Weber, l'ex-femme d'Egbert, a signalé la disparition de son ex-mari et de son fils, les démarches administratives entre les autorités allemandes et américaines ont pris des semaines. Ce n'est que le 10 septembre, près de 7 semaines après leur disparition, que la police de Los Angeles a enregistré la Plymouth Voyager comme volée. À ce moment-là, les traces de la famille dans le désert avaient été pratiquement effacées par le vent et le temps. Il a fallu encore plus de temps avant que quelqu'un ne retrouve la voiture. Ce n'est que le 21 octobre 1996, lors d'une reconnaissance aérienne de routine, qu'un garde forestier de la vallée de la Mort a remarqué le reflet du soleil sur le toit d'un minivan immobilisé. À ce moment-là, près de 3 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de la famille. La Plymouth Voyager verte, couverte de poussière, avec 3 pneus crevés, semblait être un objet étranger au milieu du paysage primitif d'Anvil Canyon. Après avoir atterri à proximité, le garde forestier a découvert que la voiture était verrouillée et que des effets personnels étaient visibles à l'intérieur. La vérification du numéro d'immatriculation révéla un fait inquiétant. Le véhicule avait été déclaré volé. Cette découverte déclencha une opération de recherche à grande échelle dans l'histoire de la vallée de la Mort. Plus de 200 personnes, dont des rangers, des spécialistes du China Lake Mountain Rescue Group et de l'Indian Wells Valley Search and Rescue, ainsi que des shérifs du comté d'Inyo, passèrent la région au peigne fin. 2 hélicoptères ont survolé la zone tandis que des équipes à cheval exploraient les canyons et les dépressions. Une vérification auprès de Dollar Rent a Car a révélé que le minibus avait été loué par Cornelia Mayer le 8 juillet et devait être restitué le 26 juillet. Les locataires ne se sont pas présentés à leur vol pour l'Allemagne le 27 juillet. Les chercheurs savaient désormais qui ils recherchaient. Egbert Rimkus, 34 ans, son fils Georg, 11 ans, Cornelia Mayer, 27 ans, et son fils Max, 4 ans. Les indices étaient maigres. Une bouteille de Bud Ice et des traces de siège sous un buisson ont été trouvées à 1 km du minibus, et des bidons allemands ont été découverts à 5 km au sud-est, mais cette découverte n'a pas été confirmée. Les chercheurs se sont concentrés sur la région d'Anvil Canyon, Warm Spring Road et le col de Mengel. Le territoire de la base de China Lake, situé à 15 km au sud, n'a pas été inclus dans la zone de recherche principale. Après 5 jours de recherche infructueuse, l'opération a été abandonnée le 26 octobre. La famille a été déclarée disparue et probablement décédée. En l'absence de restes, différentes théories ont vu le jour, de la mise en scène d'une disparition due à un conflit de garde à l'enlèvement, voire à une rencontre avec des sectes du désert. Mais les faits contredisaient la plupart des spéculations. Les cartes bancaires étaient restées dans le minibus, la voiture était verrouillée et abandonnée. Tout indiquait un accident, mais sans corps, l'affaire restait ouverte. Dans toute histoire de disparition, il est toujours possible que quelqu'un poursuive les recherches, même des années plus tard. Pour une famille allemande de la vallée de la Mort, cette personne était Tom Mahood, ingénieur et membre de la Riverside Mountain Rescue Unit, qui s'est intéressé en 2009 à cette affaire vieille de 13 ans. Mahood, avec son esprit analytique, a abordé cette énigme comme un problème mathématique. Après avoir rassemblé toutes les données disponibles, rapport de 1996, coordonnées du minibus, informations sur la bouteille de Bud Ice trouvée, il a commencé à élaborer une nouvelle hypothèse. En septembre 2009, après avoir suivi une formation spéciale sur la recherche de personnes disparues auprès du China Lake Mountain Rescue Group, il a eu l'occasion de s'entretenir avec les participants aux recherches initiales. Le 27 octobre 2009, Mahood a commencé sa propre enquête sur le terrain. Il s'est rendu à l'endroit où le minibus avait été retrouvé, a reconstitué les itinéraires potentiels de la famille et, après avoir analysé les cartes qui pouvaient être à la disposition d'Egbert, il a eu une révélation. Il a émis l'hypothèse que la famille, coincée dans Anvil Canyon et voyant sur la carte la limite de la base de China Lake, avait pu décider de s'y rendre à pied, espérant trouver des patrouilles militaires courantes dans les installations militaires européennes. Le 11 novembre 2009, accompagné de son collègue Lee Walker, Mahood partit explorer le territoire au sud du lieu où le minibus avait été retrouvé, une direction qui n'avait pas été minutieusement vérifiée en 1996, lorsque Walker a signalé par radio qu'il avait trouvé une bouteille de vin, puis un quotidien allemand, ils ont compris qu'ils étaient sur la bonne voie. Peu après, ils ont découvert des restes humains,
parmi lesquels le portefeuille de Cornelia Mayer. Leur découverte, transmise aux autorités, a bouleversé tous ceux qui avaient participé aux recherches de 1996. Les restes ont été découverts à environ 9 km au sud du minibus, juste sur la route menant à la base de China Lake, comme l'avait prédit l'hypothèse de Maoud. Parmi les objets trouvés figuraient le passeport de Cornelia, sa carte bancaire, un agenda allemand contenant des notes sur leur voyage et une bouteille de vin identique à celle trouvée dans le minibus. L'analyse ADN a confirmé que les restes appartenaient à Egbert Rimkus et Cornelia Mayer. Le 6 décembre 2010, d'autres restes, vraisemblablement ceux d'un enfant, et une petite chaussure ont été découverts, mais en raison de leur état de décomposition avancé, l'identification par ADN s'est avérée impossible. Néanmoins, l'emplacement des découvertes et l'analyse des chaussures ne laissaient pratiquement aucun doute sur le fait qu'il s'agissait des restes de Georg et Max. Après 13 ans d'incertitude, l'affaire a été classée. L'hypothèse de Maouda, selon laquelle la famille aurait tenté de rejoindre une base militaire, a été retenue comme l'explication la plus probable. Leurs restes ont été rapatriés en Allemagne, où les familles ont enfin pu leur offrir des funérailles dignes. La tragédie de cette famille allemande dans la vallée de la mort a entraîné des changements importants dans la politique d'information du parc. Dans les années 2010, des avertissements plus stricts sur les dangers estivaux ont été mis en place et des documents multilingues, dont en allemand, ont été publiés à l'intention des touristes étrangers. Le parc a commencé à collaborer avec des sociétés de GPS afin de supprimer les chemins impraticables, tels que l'Anvil Canyon des systèmes de navigation. Cependant, la leçon la plus importante à tirer de cette histoire est la confirmation de la règle d'or de la survie dans le désert. Ne jamais quitter son véhicule. Si Egbert, Cornelia, Georg et Max étaient restés près de leur minibus en attendant les secours, malgré la chaleur et leurs réserves d'eau limitées, leur destin aurait pu être tout autre. Au lieu de cela, cédant à la panique et sous-estimant la rudesse du désert, ils ont fait un pas qui a transformé une situation potentiellement salvatrice en une tragédie définitive. L'histoire des Allemands dans la vallée de la mort, comme l'appellent souvent les rangers, est devenue un avertissement pour tous les futurs visiteurs de cet endroit rude mais magnifique. Elle nous rappelle que même dans le monde moderne, avec ses technologies et son confort, la nature reste une force supérieure qui exige respect, préparation et bon sens de la part de ceux qui décident de s'aventurer sur son territoire. Pour les touristes qui empruntent aujourd'hui la route principale de la vallée de la mort, des panneaux d'information avertissent en plusieurs langues « En cas de panne, restez près de votre véhicule » et « La chaleur tue ». Peut-être que ces simples avertissements, s'ils avaient été aussi nombreux en 1996, auraient suffi à faire changer d'avis Egbert Rimkus à ce moment critique sous le soleil brûlant d'Anvil Canyon. L'histoire de cette famille allemande dans la vallée de la mort n'est pas seulement une tragédie, mais aussi un rappel effrayant de la mince frontière qui sépare l'aventure du désastre. 4 personnes pleines d'espoir pour des vacances de rêve ont été confrontées à la force impitoyable d'une nature qui ne pardonne aucune erreur. Leur tentative désespérée d'atteindre les secours, malgré la chaleur et la déshydratation, suscite à la fois l'admiration et l'horreur. Mais des questions restent sans réponse. Pourquoi Egbert a-t-il décidé de quitter le minibus, enfreignant ainsi la règle d'or du désert ? Était-ce la panique, un faux espoir d'atteindre une base militaire, ou autre chose ? Auraient-ils pu survivre s'ils étaient restés près de la voiture, comme le conseillaient les Rangers ? Et jusqu'où serait allée votre propre détermination dans une telle situation ? Auriez-vous tout risqué ou attendu les secours malgré la chaleur infernale qui régnait autour de vous ? Que dit cette histoire sur nous, en tant qu'êtres humains ? Sommes-nous romantiques et prêts à ignorer les avertissements ? Sommes-nous capables d'apprendre des erreurs des autres ? Ou chacun doit-il suivre son propre chemin pour comprendre à quel point la vie est fragile ? Les psychologues affirment que dans des conditions extrêmes, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui garde l'esprit clair. Auriez-vous pu garder votre sang-froid en voyant vos proches dépérir sous un soleil de plomb ? Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo. Votre soutien a une influence directe sur la fréquence et la qualité du contenu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochains épisodes. Le mont Shasta s'élève au-dessus du nord de la Californie comme un gardien silencieux. Plus de 4000 mètres de neige, de glace et de secrets anciens. Les tribus locales savent depuis des siècles que cette montagne ne pardonne pas les erreurs.
mais qu'elle emporte parfois aussi ceux qui n'en ont pas commises. En mai 1999, Karl Landers part à la conquête du sommet qu'il a rejeté un an plus tôt. Il a déjà 25 ascensions réussies à son actif. Il est accompagné de amis fidèles. Le temps est idéal et l'itinéraire lui est familier. Tout semble indiquer qu'il va enfin réussir. Mais les montagnes savent garder leurs secrets. Et ce qui s'est passé ce jour-là sur les pentes du Shasta restera à jamais un mystère. Karl Landers ne pouvait pas rester en place. À 69 ans, il se levait avant l'aube et courait dans les collines d'Orinda pendant que ses voisins dormaient encore. Après avoir pris sa retraite dans le secteur de la climatisation, il n'avait pas l'intention de passer ses journées devant la télévision. Au lieu de cela, Karl s'était fixé un objectif digne d'un perfectionniste obsessionnel, conquérir le point culminant de chacun des 58 comtés de Californie. En mai 1999, il ne lui en restait plus que quelques-uns, mais parmi eux, il y en avait un qui sortait du lot, le mont Shasta, haut de plus de 4300 mètres. Un an auparavant, il ne lui avait pas permis d'atteindre son sommet. Karl était alors revenu avec une défaite qui lui avait fait plus mal que n'importe quelle douleur physique. Pour un homme qui avait couru le marathon de Boston en 5h30, cet échec était inacceptable. Sa femme Bobby connaissait bien ce regard. Ancienne mère d'Orinda, mère de 3 enfants, elle vivait depuis 40 ans avec un homme qui ne savait pas reculer. Lorsque Karl étalait ses cartes et ses guides sur la table de la cuisine, elle savait qu'il était inutile de discuter. La montagne l'appelait et il allait répondre à son appel. Le matin du 21 mai 1999, Karl vérifiait son équipement une dernière fois. Un piolet, des crampons pour ses chaussures, un sac à dos lourd rempli de nourriture et d'eau. Ses partenaires de longue date, Barry Gilmore, 60 ans, et Milt Gaines, 64 ans, se rassemblaient à ses côtés. Au cours de leurs 10 années d'amitié, ils avaient réalisé 25 ascensions ensemble. Ils connaissaient leurs habitudes, leurs forces et leurs faiblesses et se comprenaient sans parole. Le plan avait été élaboré dans les moindres détails. L'itinéraire Avalanche Gulch est le plus populaire sur le Shasta. Depuis le parking de Bunny Flat jusqu'au campement de Horcan, puis ascension jusqu'au campement intermédiaire à environ 2900 mètres d'altitude. Passer la nuit, se lever avant l'aube et attaquer le sommet en passant par le lac Helen. Retour à la maison samedi soir, victorieux. Mais Karl avait d'autres plans. Après Shasta, il avait l'intention de gravir seul le mont Eddy, et s'il lui restait encore des forces, un 3e sommet. Bobby lui a demandé de ne pas le faire. Elle lui a rappelé son âge et les risques liés aux ascensions en solitaire. Karl l'a écouté, a hoché la tête et a remis la carte du mont Eddy par-dessus les autres. Certaines décisions ne se discutent pas. Avant son départ, Bobby vérifia son équipement. Sa veste ne lui semblait pas assez chaude pour le mois de mai à Shasta, mais Karl lui assura que tout allait bien. Elle le serra dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. Plus tard, elle dira qu'elle avait senti que quelque chose n'allait pas ce matin-là. Mais Karl avait déjà pris sa décision. Après 40 ans de mariage, elle savait quand il était inutile de discuter. Vers midi, les 3 amis arrivèrent dans la petite ville de Mount Shasta, au pied de la montagne. Dernier préparatif, vérification des prévisions météo, ciel dégagé, vent modéré, des conditions idéales pour l'ascension. Après le déjeuner, ils se tenaient sur le parking de Bunny Flat, levant les yeux vers le sommet blanc. Plus de 2 km d'ascension en 2 jours. Pour des jeunes, une promenade. Pour des hommes de plus de 60 ans, une épreuve difficile. Mais ils avaient déjà traversé des dizaines d'épreuves de ce genre. Que pouvait-il arriver de mal sur un itinéraire éprouvé par beau temps ? Karl a mis son sac à dos sur ses épaules et s'est engagé le premier sur le sentier. Ses amis le suivaient, la montagne les attendait devant eux, celle-là même qu'il avait rejetée un an auparavant. Mais les montagnes ne gardent pas rancune. Elles emportent simplement ceux qui ne sont pas prêts, ou ceux dont l'heure est venue. Personne ne connaît les critères de sélection. Personne ne sait pourquoi Karl Landers entrera dans la terrible catégorie des statistiques mondiales de l'alpinisme. Les problèmes ont commencé presque immédiatement. Alors qu'ils approchaient du camp Horsecamp, Karl a commencé à prendre du retard. Toutes les 10 minutes, il quittait le sentier et disparaissait derrière des rochers. Milt et Barry échangèrent des regards, mais restaient silencieux. Ils connaissaient cette fierté. Karl avait toujours été le plus lent des 3, mais il ne s'était jamais plaint. La diarrhée en altitude n'est pas seulement une gêne, c'est une perte d'eau qu'il est presque impossible de compenser. C'est une faiblesse, quand chaque pas demande un effort. C'est un risque de déshydratation qui, dans le froid, tue plus vite qu'on ne peut l'imaginer.
Karl rejetait la faute sur les comprimés contre le mal de l'altitude, le Diamox, qu'il avait pris après son échec de l'année dernière. Mais Milt, qui observait son ami depuis 10 ans, sentait que ce n'était pas seulement à cause des comprimés. Quand on lui proposa de prendre son sac à dos, Karl refusa d'un geste de la main. Quand on lui proposa de faire une pause, il secoua la tête. Il marchait en serrant les dents, s'arrêtant de plus en plus souvent. Son visage était pâle, que même son bronzage ne parvenait pas à masquer. Mais ses yeux brillaient de la même détermination qu'un an auparavant, lorsqu'il s'était juré de revenir à Shasta. À la tombée de la nuit, ils avaient dépassé Orcan et continué leur ascension vers le campement. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant les pentes enneigées de rose. N'importe quel autre jour, ils se seraient arrêtés pour admirer le spectacle. Mais à présent, Milt et Barry n'avaient qu'une seule idée en tête, convaincre Karl de faire demi-tour. Le camp les accueillit avec du vent. Pas une tempête, mais un vent assez fort, soufflant à environ 60-70 km à l'heure. Ils durent remonter la tente à 3, tenant la toile pendant que Milt enfonçait les piquets. Karl aida en silence, mais ses mouvements étaient lents, comme s'il se déplaçait sous l'eau. Un alpiniste solitaire émergea de l'obscurité. Il demanda s'ils avaient besoin d'aide pour leurs compagnons, qu'il avait vus peiner sur le sentier. Milt et Barry échangèrent un regard. Si un étranger avait remarqué l'état de Karl, cela signifiait que la situation était pire qu'il ne le pensait. La nuit fut difficile. Karl ne dormit presque pas et sortit plusieurs fois de la tente. Le matin, il avait l'air épuisé, mais lorsque Barry lui proposa d'annuler l'ascension, il secoua la tête. Il dit qu'il se sentait mieux. Il dit qu'il n'aurait pas d'autre chance. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit taire ses amis. À 9 h, le 22 mai, ils ont levé le camp. Le plan était simple, atteindre le lac Helen, évaluer la situation et décider s'ils allaient tenter l'ascension. Karl a enfilé ses crampons en premier et a dit qu'il partirait en avant pendant qu'ils rangèrent la tente. Lentement, mais sûrement. Le chemin était clair, 200 mètres sur une pente enneigée dégagée. Que pouvait-il arriver ? Milt voulut protester. La règle en montagne était claire, on ne se séparait pas. Mais d'autres alpinistes étaient visibles sur la pente. Des dizaines de personnes se dirigeaient vers le lac Helen. Si quelque chose tournait mal, les secours seraient proches. Barry acquiesça. On vous rattrape dans une demi-heure. Karl se retourna et commença l'ascension. La silhouette vêtue d'une veste marron avançait lentement sur la pente blanche. C'était la dernière fois qu'il le voyait vivant. 15 minutes plus tard, Barry se mit en route. Mais à mi-chemin du lac Helen, il fut pris de vertige. L'altitude l'avait rattrapé. Son pouls s'accéléra et ses tempes battaient à tout rompre. Il comprit qu'il ne pourrait pas continuer. Il fit demi-tour et commença à redescendre vers le parking, laissant Milt chercher Karl seul. Milton arriva au lac Helen 45 minutes après Karl. C'était largement suffisant pour parcourir 200 mètres, même dans son état. Mais le campement au bord du lac était plein de monde et personne n'avait vu d'homme vêtu d'une veste marron. Milton interrogea tout le monde. Un homme âgé, marchant lentement, peut-être arrêté pour se reposer. Personne n'avait rien vu. Un garde forestier se souvint avoir vu quelqu'un qui correspondait à la description. L'homme lui avait demandé son chemin. Le garde forestier lui indiqua 2 chemins, un contournement en pente douce et une montée raide et directe. Il conseilla de choisir le premier. Milt leva les yeux. Des groupes d'alpinistes progressaient sur le chemin en pente douce. Une silhouette solitaire était visible sur la pente raide. Lentement, en s'arrêtant, mais avec persévérance, elle grimpait. C'était la démarche de Karl. 5 pas, une pause, puis 5 pas de plus. Milt se mit à le suivre, mais la distance ne diminuait pas. La silhouette atteignit la crête et disparut derrière un rebord. Lorsque Milt arriva au même endroit, il n'y avait personne. Seules des traces dans la neige menaient au groupe d'alpinistes loin devant. Mais ils jurèrent que personne ne les avait rattrapés. Milt retourna au lac Helen, puis il redescendit jusqu'à l'endroit où ils s'étaient séparés. Il remonta en vérifiant tous les itinéraires possibles. Karl ne pouvait pas avoir disparu sur une pente aussi dégagée. Il n'y avait ni crevasse, ni précipice, ni risque d'avalanche. Seulement de la neige, des pierres et des dizaines de témoins. À midi, il était clair que quelque chose avait terriblement mal tourné. Milt décida de redescendre. Au campement, il installa la tente de Karl et y laissa son sac de couchage et sa nourriture. Si son ami s'était perdu et revenait, il aurait un abri. C'était un mince espoir, mais c'était le seul qui restait. La descente jusqu'au parking prit plusieurs heures. À chaque pas, Milt repassait les événements de la matinée dans sa tête. Pourquoi avait-il laissé Karl partir seul ?
Pourquoi n'avait-il pas insisté pour annuler l'ascension ? En montagne, il y a des règles écrites avec le sang. L'une d'elles est qu'une personne malade ne doit jamais rester seule. Ils avaient enfreint cette règle et maintenant Karl avait disparu. Au parking, Milt rencontra Barry qui attendait des nouvelles depuis plusieurs heures. En voyant le visage de son ami, il comprit tout sans un mot. À 20h, ils appelèrent le bureau du shérif du comté de Siskia. Le répartiteur enregistra les informations. Karl Landers, 69 ans, vu pour la dernière fois le matin entre le campement et le lac Helen. Veste marron, pantalon de ski, équipement complet. Disparu sur une pente dégagée parmi des dizaines de personnes. L'une des opérations de recherche les plus importantes de l'histoire du mont Shasta a commencé. À l'aube du 23 mai, le mont Shasta s'est réveillé au bruit des hélicoptères. Le premier à décoller était un hélicoptère de la garde nationale équipé de matériel de recherche. Il était suivi d'un véhicule de la patrouille routière californienne équipé d'une caméra thermique FLIR capable de détecter la chaleur d'un corps humain même sous une couche de neige. À 8h du matin, 3 hélicoptères tournèrent déjà dans les airs, passant méthodiquement les pentes au peigne fin. Une recherche tout aussi impressionnante se déroulait au sol. Grise Adams, légende des services de secours locaux avec 20 ans d'expérience et 400 opérations à son actif, coordonnait les opérations depuis le quartier général provisoire installé à l'aéroport de Weed. Sous son commandement travaillaient des gardes forestiers, des guides du mont Shasta et des volontaires des équipes de recherche et de sauvetage des comtés voisins. Même les amis de Karl, membres du groupe de course à pied d'Orinda, étaient devenus prêter main forte. Ils connaissaient mieux que quiconque son endurance et ses habitudes. La stratégie de recherche avait été planifiée dans les moindres détails. Des hélicoptères déposaient des groupes d'alpinistes au sommet, d'où ils descendaient en éventail, inspectant chaque crevasse. Les équipes au sol progressaient de bas en haut, utilisant des sondes à avalanche pour vérifier les dépôts de neige. 2 chiens spécialement dressés reniflaient chaque mètre du trajet entre le camp et le lac Helen. Mais la montagne restait silencieuse. Aucune trace, aucune odeur, aucun signe de présence humaine. Comme si Karl Lander n'avait jamais mis les pieds sur ces pentes. À midi, il était clair que les méthodes habituelles ne fonctionnaient pas. Grise Adams a décidé d'élargir la zone de recherche. Si Karl était désorienté par la maladie, il pouvait s'être éloigné de l'itinéraire principal. Les équipes ont commencé à fouiller les gorges voisines, Cascade Gulch, Sand Flat, les pentes du glacier Whitney. Le problème était compliqué par une erreur dans les informations initiales. Le sergent Nicholson avait pour une raison inconnue décidé que Karl descendait vers le bas plutôt que de monter vers le sommet. Plusieurs heures précieuses ont été perdues à fouiller les pentes boisées en contrebas de Bunny Flat. Lorsque l'erreur a été découverte, Adams a personnellement pris la tête du groupe qui s'est dirigé vers les camps supérieurs. Le temps a commencé à se gâter. Dans l'après-midi, le vent s'est levé, soulevant la neige et réduisant la visibilité. Les hélicoptères ont dû prendre de l'altitude, ce qui a réduit l'efficacité des caméras thermiques. Les équipes au sol avançaient au plus lentement, luttant contre les rafales de vent. Mais personne n'abandonnait. Quelque part sur cette montagne, un homme était peut-être encore en vie, et chaque minute comptait. À la tombée de la nuit, plus de 80 personnes participaient aux recherches. Elles ont vérifié tous les itinéraires possibles, tous les points de chute possibles, tous les endroits où un homme pouvait s'abriter des intempéries. Le résultat était toujours nul. À Orinda, Bobby Landers ne quittait pas son téléphone. Lorsque Milt a appelé dans la soirée du 22 mai pour annoncer la disparition de Karl, elle a simplement dit « Je le savais. Je sentais que quelque chose allait arriver. » Elle attendait désormais des nouvelles, bonnes ou mauvaises, mais au moins une certitude. Le 28 mai, les détectives la rencontrèrent dans un café routier près de Weed. Bobby leur raconta tout. Leurs 40 ans de vie commune, leurs 3 enfants, l'impossibilité pour Karl de rester en place depuis qu'il avait pris sa retraite. Elle confirma qu'il n'avait pas de problème dans leur couple, pas de dettes, ni d'ennemis. Karl était têtu, il se disputait parfois jusqu'à en perdre la voix, mais il n'avait jamais levé la main. Son seul ennemi était son incapacité à accepter la défaite. Milt et Barry ont également témoigné. La culpabilité transparaissait dans chacun de leurs mots. Ils ont parlé de la maladie de Karl, de son refus d'être aidé, de la décision fatidique de se séparer. Milton a avoué avoir hésité avant d'appeler les secours. En 1997, Karl avait déjà disparu pendant plusieurs heures dans les montagnes du comté de Monterey, mais il était finalement réapparu, bronzé et embarrassé. Peut-être s'était-il simplement perdu cette fois-ci, mais tout le monde savait qu'il s'agissait d'un cas différent. Le mont Shasta en mai, 3000 mètres d'altitude, la maladie et l'âge.
Les chances fondaient à vue d'œil comme la neige sous le soleil californien. Gris Adams, qui avait tout vu en 20 ans, secouait la tête. « J'ai fouillé chaque centimètre carré de cette montagne. Il n'est pas là. Il n'était pas là. C'est impossible, mais c'est un fait. » À la fin du mois de mai, le temps s'est définitivement dégradé. La neige, la pluie et les orages se sont abattus sur la région, rendant les vols dangereux et les recherches au sol presque impossibles. Mais l'opération s'est poursuivie. Les volontaires se relayaient, travaillant dans des conditions extrêmement difficiles. Certains venaient de loin, ayant entendu parler du disparu. Les autorités restaient prudemment optimistes. La porte-parole du département du shérif, Susan Gravenkamp, a déclaré aux journalistes qu'il y avait encore des chances de retrouver Karl vivant. Il avait de la nourriture, beaucoup de neige à boire autour de lui et pouvait trouver un abri parmi les rochers. Les cas de survie en montagne pendant plusieurs jours ne sont pas rares, mais ceux qui connaissaient les montagnes comprenaient la réalité. Un homme de 69 ans, déshydraté, ayant passé plusieurs nuits à 3000 mètres d'altitude à une température inférieure à 0. Les mathématiques étaient impitoyables. Même si Karl avait trouvé un abri, même s'il avait réussi à allumer un feu, le temps jouait contre lui. Le 3 juin 1999, les recherches officielles ont été abandonnées. À ce moment-là, les sauveteurs avaient passé des centaines d'heures à fouiller chaque recoin accessible de la montagne et utiliser toutes les technologies disponibles. Susan Gravenkamp résuma la situation en une phrase qui restera dans l'histoire des mystères de Shasta. « Nous avons cherché partout où il était possible de chercher et nous ne savons tout simplement pas où aller. » L'été 1999 arriva et s'en alla, mais le mont Shasta gardait son secret. Les recherches non officielles se sont poursuivies, les gardes forestiers ont inspecté les zones reculées lors de leur patrouille, les alpinistes ont examiné attentivement les pentes, les amis de Karl à Oranda sont revenus régulièrement sur la montagne. Tout le monde espérait être celui qui trouverait le moindre indice. Le 6 novembre 2000, l'affaire Karl Lander a été officiellement classée sans suite. 1 an et demi de recherche n'ont rien donné. La nature n'avait pas seulement emporté un homme, elle avait effacé toute trace de son existence sur la montagne. Pour Bobby Lander, la vie s'est divisée en deux, avant et après le 22 mai. La maison d'Orinda conservait des traces de la présence de Karl, ses chaussures de course près de la porte, une pile de cartes sur la table, des notes sur le calendrier indiquant ses ascensions prévues. Elle ne pouvait se résoudre à jeter ces objets. Ils étaient la seule preuve que son mari avait existé, que leurs 40 ans de vie commune étaient bien réels et non un rêve. Milt Gaines et Barry Gilmore ne sont plus jamais retournés ensemble en montagne. Leur amitié, forgée au cours de 25 ascensions, n'a pas résisté au poids de la culpabilité. Chacun à sa manière, ils ont revécu ce matin où ils ont laissé leur ami malade partir seul. Pendant des années, Milt s'est demandé pourquoi il n'avait pas insisté. Pourquoi n'est-il pas parti immédiatement après Karl ? Pourquoi a-t-il cru que 200 mètres sur une pente dégagée étaient sans danger ? La disparition de Karl Landers est devenue l'un des mystères les plus discutés du mont Shasta. Les habitants de la région ont ajouté son histoire à la longue liste des incidents inexpliqués. Ils se souvenaient de John Neza, un alpiniste de 80 ans disparu en 1965 dans la même région du lac Helen. Des centaines de personnes l'avaient également recherché, mais n'avaient retrouvé que des vautours tournoyant dans les airs, sans aucune trace de l'homme. Les explications rationnelles ne résistaient pas à la vérification des faits. La théorie de la chute dans une crevasse a été écartée, les crevasses les plus proches se trouvant sur le glacier Whitney, loin de l'itinéraire emprunté par Karl. La version de l'avalanche n'a pas non plus été confirmée, ce jour-là le manteau neigeux était stable. L'hypothèse de la désorientation et de la sortie de l'itinéraire s'est heurtée au fait. Des dizaines de personnes présentes sur la montagne n'auraient pas pu ne pas remarquer un alpiniste solitaire vêtu d'une veste marron. Les enquêteurs ont examiné d'autres hypothèses. Le suicide ou la mise en scène de sa disparition ont été écartés par les détectives après avoir interrogé Bobby et les amis de Karl. Celui-ci n'avait ni dette, ni dépression, ni raison de fuir la vie. L'hypothèse criminelle s'est écartée d'elle-même. Il est impossible de commettre un crime sur une pente ouverte, au milieu de dizaines de témoins. Certains experts ont émis l'hypothèse que la déshydratation, combinée aux effets secondaires du diamox, aurait pu provoquer une confusion mentale, poussant Karl à partir dans une direction inattendue. Mais les équipes de recherche ont vérifié tous les itinéraires possibles dans un rayon de plusieurs kilomètres, sans résultat. Gris Adams, un homme qui a consacré sa vie à sauver des gens dans les montagnes, a avoué des années plus tard « En 35 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel.
Nous avons utilisé des hélicoptères, des chiens, beaucoup de monde. Nous avons passé au peigne fin chaque mètre. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces en pleine nature. Mais Karl avait disparu. Cela contredit tout ce que je sais des montagnes, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Les peuples autochtones de la région, les tribus Wintu, Modoc et Shasta, n'étaient pas surpris. Pour eux, la montagne a toujours été un lieu de force où la frontière entre les mondes s'estompe. Les anciens ont secoué la tête en apprenant la disparition du grimpeur. La montagne a repris ce qui lui appartenait. Pas par méchanceté ni par vengeance, simplement parce que c'est sa nature. L'histoire de Karl Landers a donné une leçon cruelle à la communauté des alpinistes. La technologie, l'expérience, le nombre, tout cela n'est rien face aux montagnes. Les règles écrites avec le sang de générations d'alpinistes ne peuvent être enfreintes. Le groupe ne se divise pas. On ne laisse pas un blessé seul. La fierté ne vaut pas la vie. Mais il y avait une leçon plus profonde. Parfois, la nature nous rappelle notre petitesse d'une manière que nous ne pouvons ni comprendre ni accepter. Karl Lander n'était ni le premier ni le dernier à disparaître sur le Shasta. Après lui, d'autres ont suivi, jeunes et vieux, expérimentés et novices. Pour la famille Lander, l'absence du corps signifiait l'absence de conclusion. On ne peut pas pleurer quelqu'un dont la mort ne peut être confirmée. On ne peut pas dire adieu à quelqu'un qui a simplement disparu. Bobby a vécu le reste de sa vie avec le fantôme de l'espoir. Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouverait quelque chose. Une chaussure coincée dans une crevasse, un morceau de veste, n'importe quoi qui permettrait de tourner la page. 25 ans se sont écoulés depuis ce jour de mai. Le mont Shasta continue d'attirer chaque année des milliers d'alpinistes. La plupart reviennent avec des récits sur la beauté et la grandeur des lieux. Certains racontent avoir entendu des bruits étranges et vu des phénomènes inexplicables. Et certains ne reviennent jamais. Quelque part sur les pentes entre le campement et le lac Helen repose le secret de Karl Landers, peut-être sous une couche de neige et de glace accumulée pendant un quart de siècle, peut-être dans un endroit où aucun pied humain n'a jamais mis la patte, ou peut-être, comme le croient les habitants de la région, est-il parti là où il n'y a pas de retour possible, au cœur même de la montagne, qui prend mais ne rend rien. Son histoire nous sert de rappel. Les montagnes sont magnifiques, mais elles ne sont pas les amies de l'homme. Elles existent selon leurs propres lois, anciennes et immuables. Et parfois, ces lois exigent un prix que nous ne pouvons comprendre. Karl Lander a payé le prix fort pour sa passion. Le mont Shasta garde son secret, et le gardera pour toujours. L'histoire de Karl Landers nous fait réfléchir à beaucoup de choses. Vaut-il la peine de risquer sa vie pour conquérir un sommet, sachant la douleur que votre mort causera à vos proches ? Avons-nous le droit de poursuivre nos rêves quand le prix à payer est le cœur brisé de ceux qui nous aiment ? Pourquoi refusons-nous l'aide quand on en a le plus besoin ? La fierté de Karl lui a coûté la vie, mais n'agissons-nous pas tous ainsi dans nos ascensions personnelles ? Et surtout, croyez-vous qu'un homme puisse simplement disparaître en plein jour devant des dizaines de témoins ? Ou y a-t-il quelque chose de plus que ce que nous sommes prêts à admettre ? Écrivez dans les commentaires votre version de ce qui est arrivé à Karl Landers. Qu'elle soit rationnelle ou mystique, toute théorie mérite d'être discutée. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la liker. Cela aide la chaîne à se développer et à trouver encore plus d'histoires étonnantes pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles énigmes que nous réserve ce monde. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochains épisodes. En novembre 2014, dans les canyons escarpés de la chaîne de montagnes Sheep Range, à seulement 20 km de la base aérienne secrète de Nellis et de la légendaire Zone 51, l'une des opérations de recherche les plus mystérieuses de l'histoire du Nevada va se dérouler. Kenny Vish, youtubeur et aventurier de 47 ans, connu en ligne sous le nom de Snakebit Maggie, partira en randonnée en solo pour prouver l'existence d'une grotte mystique et disparaîtra sans laisser de traces. Cependant, la tragédie centrale de cette histoire n'est pas que le désert de Mojave ait englouti un homme, mais ce qui sera révélé sur ses derniers mois de vie, qui transformera cette opération de sauvetage désespérée en la révélation d'une fin soigneusement planifiée. L'histoire de Kenny Vish est celle d'un homme qui portait deux masques. Le premier était son avatar en ligne, Snakebit McGee. C'était un cow-boy du désert, charismatique, plein d'esprit et intrépide. Un homme qui a grandi à Las Vegas et qui a utilisé le Mojave comme terrain de jeu depuis son enfance.
C'était un aventurier à l'ancienne qui se vantait de parcourir 32 km sans équipement, de dormir à la belle étoile et de trouver du réconfort en collectionnant des trésors dans des villes fantômes. Son surnom ne lui a pas été donné par hasard. Dans sa jeunesse, lors d'un de ses jeux avec la mort, il a en effet été mordu par un serpent à sonnette. Kenny a survécu et a intégré cet incident à sa mythologie personnelle. C'était un homme qui regardait le danger en face et en riait. Sur sa chaîne YouTube, il était un conteur épique, un symbole de liberté et de sauvagerie. Mais il y avait un deuxième masque, le vrai Kenny Witch. Ce Kenny était un homme brisé et tourmenté. Son image publique n'était qu'une façade cachant des décennies de dépression chronique. Cette noirceur était son héritage. Quand Kenny était adolescent, son père s'est suicidé et ce traumatisme a laissé une cicatrice qui n'a jamais guéri. Selon sa petite amie Sherion Pilgrim, Kenny considérait sa dépression avec fatalisme, la comparant à perdre un bras. Il fallait simplement s'y habituer et passer à autre chose. Il refusait catégoriquement toute thérapie ou tout traitement médicamenteux. Au lieu de cela, il fuyait sa douleur dans la nature sauvage, utilisant l'aventure comme une forme d'automédication. Pendant longtemps, cet équilibre a été maintenu grâce à la stabilité. Pendant plus de 20 ans, Kenny a travaillé comme technicien de maintenance de machines à café. C'était un emploi prévisible et fiable, avec un plan de retraite et une assurance. Mais la routine l'étouffait. En 2013, il a pris une décision impulsive. Il a quitté son emploi pour poursuivre le rêve américain, devenir un inventeur indépendant. Ce rêve s'est rapidement transformé en cauchemar financier. Ses idées étaient naïves et excentriques. Un ours polaire phosphorescent, un nouveau porte-papier toilette. Il a investi toutes ses économies, y compris son épargne retraite, dans ses projets. Il a même réalisé des présentations vidéo pour l'émission populaire Shark Tank, espérant un miracle. Mais les investisseurs n'ont pas répondu. En 2014, Kenny Witch était ruiné. Il avait perdu non seulement son argent, mais aussi son avenir. C'est à ce moment-là, en juin 2014, alors que le vrai Kenny Witch était en train de sombrer, que Snakebit McGee a fait sa déclaration la plus sensationnelle. Dans les commentaires sous la vidéo sur la zone 51, il a écrit une histoire qui a tout changé. Il a raconté comment, lors d'une de ses randonnées près de la base aérienne de Nellis, il était tombé par hasard sur une grotte cachée. L'entrée, disait-il, avait la forme d'un M majuscule parfait. Il explorait toujours toutes les grottes qu'il trouvait. Mais lorsqu'il a essayé d'entrer dans celle-ci, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Son corps tout entier, affirmait-il, s'est mis à vibrer violemment. Plus il s'approchait, plus les vibrations devenaient fortes. Soudain, il a été submergé par une peur primitive, telle qu'il a fait demi-tour et s'est enfui. C'était, disait-il, la chose la plus étrange qui lui soit jamais arrivée. Ce commentaire a fait le buzz sur Internet. Pour Kenny, dont la vie réelle s'effondrait, le monde virtuel lui a soudainement donné ce dont il rêvait, de l'attention et la confirmation de son statut de héros. La grotte M est devenue son MacGuffin. Ce n'était pas seulement une randonnée. C'était l'occasion de prouver que lui, l'inventeur raté, était toujours le légendaire Snakebit McGee. La pression montait. Les sceptiques sur Internet ont immédiatement qualifié son histoire d'affabulation et l'ont traité de menteur en quête d'attention. Pour un homme à l'ego aussi fragile que Kenny, c'était un défi direct. Il l'a accepté. Il a promis de revenir, de trouver la grotte M et, cette fois, d'y entrer. Cette fois, a-t-il écrit, j'aurai mon 9 mm qui est avec moi. Le 18 octobre 2014, il a mis en ligne une vidéo de 22 minutes sur sa chaîne intitulée Hike to Cave M, randonnée vers la grotte M. C'était du pur spectacle. Kenny était au sommet de sa popularité en ligne. Seul, une caméra à la main, il a traversé les canyons sauvages de Sheep Ridge. Il était détendu, charismatique et plein d'enthousiasme. Il plaisantait sur les difficultés de la descente à venir, se motivant avec une bière fraîche à la fin du voyage, et montrait avec enthousiasme le chemin qu'il avait parcouru. Il ne se comportait pas comme un homme confronté à sa plus grande peur, mais comme un showman divertissant son public. Mais il y avait un hic. Il n'a jamais trouvé la grotte. Dans la vidéo, il examine plusieurs petites dépressions dans les rochers, mais se contente de secouer la tête en disant « ce n'est pas ça ». La vidéo s'est terminée par son retour à sa voiture. Il avait échoué. C'est alors que la logique paradoxale de YouTube est entrée en jeu. Son échec, son aveu honnête de ne pas avoir trouvé cet endroit mystique, a fait sensation. Cela semblait trop réel pour être un mensonge. La vidéo est devenue virale. En peu de temps, sa chaîne est passée de 0 à 40 000 abonnés.
Kenny a obtenu la dose de célébrité dont il rêvait. Mais en même temps, il a reçu une nouvelle vague de critiques. On le traitait désormais de menteur encore plus fort. Pour des milliers de nouveaux abonnés, il était le type qui n'avait pas trouvé la grotte. La pression sur Kenny, déjà écrasé par la ruine financière, est devenue insupportable. Il devait prouver qu'il n'était pas un menteur. Il devait trouver cette grotte. La pression exercée par les sceptiques sur Internet n'était que la partie émergée de l'iceberg. Derrière le masque de Snakebit McGee se cachait une véritable tragédie qui n'avait rien à voir avec les grottes. Kenny Witch avait touché le fond. Sa démission impulsive en 2013 et sa quête désespérée du rêve américain s'étaient soldées par un échec total. Il avait dépensé toutes ses économies et ses fonds de retraite pour lancer des inventions naïves qui n'avaient jamais attiré les investisseurs. Kenny, qui avait toujours été fier de son indépendance, était désormais non seulement ruiné, mais aussi sans domicile. Il était pris au piège. À l'automne 2014, alors qu'il se préparait pour sa deuxième expédition à M-Cave, il fit une dernière tentative pour se sauver. Il mit en vente sa maison de Las Vegas. Ce n'était pas seulement une maison. C'était sa forteresse, sa fierté et sa joie, un endroit qu'il avait passé des décennies à construire de ses propres mains, mettant toute son âme excentrique dans la décoration. Mais les conditions de la vente n'étaient pas seulement inhabituelles, elles étaient extraordinaires. Elles étaient à la hauteur du désespoir. Kenny Witch proposa un accord qui sentait l'humiliation totale. L'acheteur obtiendrait la maison, mais serait obligé d'embaucher Kenny comme gardien, nettoyeur et homme à tout faire, lui permettant ainsi de continuer à vivre sur place. Il essayait littéralement de se vendre comme domestique dans sa propre maison, juste pour ne pas se retrouver à la rue, juste pour pouvoir maintenir son dernier lien avec le monde qu'il avait construit. L'accord a échoué. Personne n'a répondu. Pour un homme dont la noirceur intérieure était alimentée par le traumatisme du suicide de son père, c'était la fin. Il a perdu plus que de l'argent. Il a perdu sa dignité. La seule chose qui lui restait était son personnage en ligne, Snakebit McGee. Et lorsque les trolls d'Internet ont commencé à le traiter de menteur, ils ont frappé le dernier soutien qui empêchait Kenny Witch de sombrer dans l'abîme. À 6 h du matin, le 10 novembre 2014, l'air au-dessus de Las Vegas était froid et clair. À Sheepridge, le temps ce jour-là était le parfait ennemi à deux visages, un piège classique du désert de Mojave. Pendant la journée, il promettait un confort agréable, avec une température d'environ 21 degrés Celsius, créant une illusion de sécurité. Mais dès que le soleil touchait l'horizon, la température chutait à plus 2 degrés. C'était un environnement qui pouvait tuer une personne non préparée en une seule nuit. Kenny a dit à sa petite amie, Cherion Pilgrim, qu'il partait pour une courte randonnée nocturne afin d'essayer de retrouver la grotte. Ses mots semblaient calmes mais détachés. Il se déplaçait dans la maison avec une détermination froide et détachée. Il a traversé le couloir, passant devant le débarras où étaient rangés son sac à dos de randonnée et son sac de couchage, conçu pour les nuits glaciales du désert. Il n'a pas ouvert la porte. Il s'est dirigé vers le placard où était rangé son équipement de spéléologie. Lampe de poche, cordes, casque. Il ne les a pas touchés. Il prit seulement son pistolet, 9 mm et un peu d'eau. Kenny Witch, un randonneur expérimenté qui savait très bien ce que signifiait une température de plus 2 degrés sans feu ni abri, marcha consciemment vers sa mort par hypothermie. Mais l'indice principal, la preuve irréfutable de cette scène, se trouvait sur la table de la cuisine. Sa caméra vidéo, l'outil même qui était la seule raison de cette expédition. La même lentille qui était censée capturer M-Cave et prouver qu'il avait raison à ses 40 000 abonnés. Un homme qui partait pour prouver quelque chose à Internet a laissé le seul moyen de le faire à la maison. Il a regardé la caméra et il a quitté la maison, la laissant poser sur la table. Il est monté dans son camion et a pris la direction du nord, vers Sheepridge. Cette fois, il n'allait rien filmer. Ce n'était pas une émission. C'était une finale personnelle. La soirée du 10 novembre s'est écoulée. Le téléphone de Kenny est resté silencieux. Puis toute la journée du 11 novembre s'est écoulée. Cherion Pilgrim, qui connaissait sa dépression, ses problèmes financiers et ses récentes conversations sur le suicide, a senti la panique monter. Ses appels sont restés sans réponse. Le 12 novembre, 48 heures après sa disparition, elle a appelé la police de Las Vegas et a signalé sa disparition. Pour les sauveteurs, c'était le pire scénario possible. 48 heures dans le désert de Mojave en novembre. Ils savaient très bien que les chances de le retrouver vivant étaient minces. 2 nuits à des températures proches de zéro, sans sac de couchage ni abri, garantissaient presque une hypothermie mortelle. Une opération de recherche et de sauvetage a immédiatement été lancée.
Des bénévoles de l'équipe Red Rock, des alpinistes et des randonneurs expérimentés qui connaissaient ces montagnes comme leur poche, ont pris en charge la coordination. Le temps était compté. Il ne s'agissait plus d'une mission de sauvetage, mais d'une course contre la montre pour retrouver un corps. Le camion de Kenny a été rapidement retrouvé. Il était garé à l'entrée du Joe May Canyon, à l'endroit exact où il avait commencé sa randonnée vers la grotte M un mois plus tôt. Cela a donné aux chercheurs un point de départ, mais celui-ci était presque inutile. Devant eux s'étendait Sheep Ridge. Ce n'est pas un parc. C'est une enclave sauvage, hostile et isolée. Des dizaines de kilomètres carrés de falaises verticales, de canyons étroits où les échos déforment les sons et de pentes rocheuses où les ombres peuvent tout cacher. Et bien sûr, des mines. C'était une terre criblée de vestiges laissés par les anciens mineurs. Il y avait environ 300 000 mines abandonnées dans tout le Nevada, et des centaines d'entre elles étaient cachées ici même, camouflées par des buissons ou des ombres. C'était un champ de mines. Pour les 30 volontaires, ce n'était pas seulement une opération de recherche. C'était un cauchemar. Chaque pas sur une pente inconnue pouvait être le dernier. Ils cherchaient un homme en essayant de ne pas le rejoindre. Ils ont ratissé les canyons à pied. Un hélicoptère a survolé la zone, mais ses pales ne faisaient que soulever la poussière. Le désert n'a révélé aucun de ses secrets. Il n'y avait aucune trace. Pas un morceau de vêtement, pas une empreinte de botte, pas un emballage alimentaire. Le vent du Mojave efface les traces presque instantanément. Une semaine s'écoula. Chaque matin, les sauveteurs partaient en recherche. Chaque soir, ils revenaient au campement et le chef d'équipe, Dave Cummings, entendait le même rapport. Rien. Ils suivirent l'itinéraire de sa vidéo d'octobre, mais ne trouvèrent rien. La piste n'était pas seulement froide, elle n'avait jamais existé. 12 jours passèrent. L'espoir s'amenuisait. La phase de recherche active touchait à sa fin. On aurait dit que Kenny Vish s'était tout simplement évaporé dans les airs. Il n'avait pas simplement disparu. Il s'était évaporé. 12 jours s'étaient écoulés. Le 22 novembre 2014, la phase active des recherches touchait à sa fin. L'espoir de retrouver Kenny vivant s'était évaporé. Les bénévoles cherchaient désormais au moins un corps pour donner une réponse à la famille. C'est à ce moment-là, alors que le désespoir avait presque pris le dessus, qu'un des bénévoles, Red Rock qui ratissait la pente à l'écart de la route principale, remarqua quelque chose d'étrange. Ce n'était pas un sac à dos, une botte ou un corps. Tout au bord d'un ancien puits vertical, un trou noir sinistre dans la roche, un téléphone portable gisait sur une pierre. C'était le téléphone de Kenny Vish. La scène était tout à fait anormale. Le téléphone n'était pas cassé, comme il l'aurait été après une chute. Il n'avait pas été jeté. Il avait été soigneusement posé sur la pierre, écran vers le haut. Et à côté, comme s'il s'agissait d'un rituel, une poignée de pièces de monnaie était éparpillée. Ce n'était pas le théâtre d'une tragédie. Cela ressemblait à une mise en scène, un message délibérément laissé. Le téléphone gisait comme un panneau indicateur, comme un leurre, pointant droit vers 100 mètres de ténèbres. Cette découverte a immédiatement changé le cours de l'opération. L'équipe PSO, y compris son commandant, Dave Cummings, a été amenée à cet endroit. Ils avaient désormais trouvé l'épicentre. Le mystère semblait sur le point d'être résolu. Un silence tendu et professionnel régnait à l'entrée de la mine. C'était le moment que les volontaires attendaient et redoutaient. Le puits était vieux, ses parois instables, et des gaz toxiques pouvaient s'être accumulés au fond. Il était trop dangereux d'y envoyer quelqu'un. À la place, l'équipe a déployé un équipement spécial. Une caméra haute résolution fixée à un long câble de près de 100 mètres a été mise en service. Les volontaires ont sécurisé le câble. La caméra s'est allumée et son faible faisceau lumineux a percé l'obscurité. Lentement, mètre par mètre, ils ont commencé à la descendre dans la gorge du Mojave. Seules des parois nues et irrégulières apparaissaient sur l'écran. Le câble se déroulait et le puits semblait sans fond. Finalement, à une profondeur d'environ 100 mètres, la caméra a touché le sol. Le fond est apparu sur l'écran, de la poussière, des pierres, des fragments de vieux bois. Et rien d'autre. Personne. Pas de sac à dos, pas d'armes. Lentement, douloureusement lentement, la caméra a commencé à remonter. Lorsqu'elle est réapparue à la surface, les membres de l'équipe se sont regardés, la même question tacite dans les yeux. Le puits était vide. Dave Cummings, commandant de l'équipe de recherche et de sauvetage de Red Rock, a ensuite exprimé ce paradoxe dans un rapport officiel. « Nous avons trouvé son téléphone portable près d'un ancien puits très vertical, a-t-il déclaré, et nous ne trouvons aucune autre trace. Ce fut un tournant.
La version la plus évidente, la plus simple et la plus logique, celle selon laquelle Kenny était tombé dans le puits qu'il avait lui-même indiqué dans sa vidéo, venait de s'effondrer. Son téléphone était un leurre. Le hôtel près du puits était une fausse piste. Ce n'était pas un accident. C'était une énigme. Les opérations de recherche au sol étaient terminées. L'enquête commençait. Et son objet n'était plus Shipridge, mais l'esprit de Kenny Vish lui-même. Alors que la nouvelle de la mine vide se répandait sur Internet, donnant naissance à une nouvelle vague de théories farfelues sur les portails, les extraterrestres et les bases militaires secrètes, Cherion Pilgrim observait tout cela avec une douleur silencieuse. Elle connaissait Kenny mieux que quiconque. Elle connaissait son deuxième masque. Elle avait été témoin de sa ruine financière. Elle l'avait entendu parler de suicide. Et elle savait qu'il avait laissé deux choses chez lui, son sac de couchage et sa caméra vidéo. Incapable de rester silencieuse plus longtemps, Cherion se rendit sur YouTube. Elle ouvrit la célèbre vidéo Hike to Cave M et, parmi les milliers de commentaires sur les vibrations et la zone 51, elle laissa le sien. Ce commentaire devint la clé du mystère. « Je veux que vous sachiez, écrivit-elle, que je ne crois pas que Kenny ait eu un accident. Je crois qu'il s'est suicidé. » Elle a exposé son raisonnement avec la froide lucidité de quelqu'un qui avait déjà imaginé ce scénario 1000 fois dans sa tête. Elle a écrit sur sa longue lutte contre la dépression, sur son refus de demander de l'aide. Elle a souligné des faits que les chercheurs ne pouvaient pas connaître. Il n'avait pas non plus emporté sa caméra vidéo avec lui lors de cette excursion, a écrit Cherion. Elle était restée chez lui. Cela signifie qu'il n'avait pas l'intention de filmer quoi que ce soit. Elle a également expliqué le mystère du téléphone trouvé dans la mine. Ce n'était pas le lieu de la tragédie. C'était une diversion. Selon elle, Kenny l'avait délibérément laissé là afin qu'il ne puisse pas être localisé par GPS. Il savait que les sauveteurs se concentreraient sur cette mine, ce qui lui laisserait du temps. Le temps d'aller là où il ne serait certainement pas retrouvé. Le commentaire de Cherion n'était pas seulement une théorie. C'était une preuve. Elle a parlé de ce qui s'était passé lorsque les caméras étaient éteintes, lorsque Snakebit McGee avait laissé place à un Kenny brisé. Elle a parlé de son désespoir après l'échec de ses inventions, de son humiliation après sa tentative ratée de vendre la maison. Son départ dans le désert n'était pas un acte impulsif, c'était un plan mûrement réfléchi. Et pour le prouver, elle cita ses propres mots. Une phrase effrayante que Kenny avait prononcée lors d'une de leurs dernières conversations tranquilles. Discutant de sa dépression et de la futilité de ses tentatives d'évasion, il l'avait regardée et lui avait dit « Si jamais je décide de le faire, personne ne me retrouvera jamais. » Ce n'était pas une confession, c'était une promesse. Et à ce moment-là, tout le mystère de Kenny Vish s'est éclairci. Ce n'était pas l'histoire d'un homme qui s'était perdu dans le désert. C'était l'histoire d'un homme qui avait utilisé ses 20 années d'expérience, toute sa connaissance des canyons, des grottes et des mines, pour disparaître. Il n'avait pas utilisé le désert comme un terrain de jeu, mais comme un outil. Il avait mis à profit ses compétences en matière de survie pour assurer sa propre mort. L'hôtel dans la mine n'était pas seulement une fausse piste, c'était le coup final. La dernière performance moqueuse de Snakebit McGee. Il a envoyé 30 volontaires, un hélicoptère et tout Internet sur une fausse piste. En même temps, il est lui-même parti dans l'autre direction, vers l'endroit qu'il avait choisi pour son final. Vers l'endroit où, comme il l'avait promis, personne ne le trouverait jamais. Les recherches actives ont été interrompues le 26 novembre 2014, 16 jours après la disparition de Kenny. Officiellement, l'affaire reste ouverte, mais avec la mention « piste refroidie ». Pour les autorités et ceux qui recherchent une explication simple, la théorie de l'accident reste la plus plausible. Elle est logique et statistiquement probable. Oui, la mine où le téléphone a été trouvé était vide. Mais Ovechie Ridge, comme nous nous en souvenons, est un champ de mines. Il couvre des milliers d'hectares, criblé de centaines d'autres pièges verticaux inconnus et non cartographiés. Selon cette théorie, Kenny a simplement continué son chemin et est tombé par inadvertance dans une autre mine. Il aurait pu glisser dans un canyon étroit, tomber dans un trou caché et mourir de ses blessures ou d'hypothermie bien avant que quiconque ne commence à le rechercher. Cette version clôt l'affaire. Mais elle laisse sans réponse la question centrale et la plus dérangeante. S'il s'agissait d'un accident, pourquoi a-t-il laissé son téléphone et une poignée de pièces de monnaie dans cette mine vide? Pourquoi cet hôtel rituel? La version de l'accident ne résiste pas à cet élément de preuve. Elle est trop simple pour une histoire aussi complexe. La réponse honnête ne semblait pas se trouver dans les mines, mais dans la psychologie.
La version avancée par Cherion Pilgrim n'était pas seulement une théorie. C'était la seule explication qui reliait tous les éléments entre eux. Elle expliquait sa dépression chronique alimentée par le traumatisme du suicide de son père. Elle expliquait son désespoir après sa ruine financière totale et sa tentative humiliante de se vendre avec sa maison. Elle expliquait pourquoi il avait laissé son sac de couchage à la maison lorsqu'il était parti dans la nuit glaciale. Et surtout, elle démontrait l'absence d'appareil photo. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il ne reviendrait pas. L'hôtel dans la mine était son dernier coup de génie. C'était un moyen d'envoyer tout le monde dans une chasse à l'oie sauvage afin qu'il puisse tenir sa promesse. Si je décide de faire cela, personne ne me retrouvera jamais. L'affaire semblait close. Une histoire tragique mais effroyablement logique, celle d'un homme qui a utilisé le désert pour écrire sa propre nécrologie illisible. Si ce n'était pour un mais. 4 ans plus tard, en 2018, les caméras de surveillance d'une boutique ésotérique de Las Vegas appartenant aux frères de Kenny ont enregistré un cambriolage nocturne. Ce n'était pas un cambriolage ordinaire. L'enregistrement granuleux de 42 secondes montre un homme vêtu de noir en train de s'introduire dans le magasin. Il ne panique pas. Il ne cherche pas la caisse enregistreuse. Il se déplace avec l'assurance de quelqu'un qui connaît les lieux. Il se dirige avec confiance vers une table, fouille 2 endroits précis, ignorant tous les objets de valeur qui l'entourent. Puis, il s'empare uniquement de l'iPad et disparaît dans la nuit. Après avoir visionné cette vidéo, la famille en était certaine. La démarche, la taille, les manières, c'était Kenny. Cette preuve a relancé l'affaire. La théorie de la mort mise en scène n'était plus un mythe. C'est une fin hollywoodienne. Kenny, écrasé par les dettes, a simulé sa mort, s'est enfui, probablement au Mexique, et 4 ans plus tard, est revenu récupérer l'appareil pour communiquer anonymement avec le monde. Mais la police de Las Vegas n'a pas trouvé de motif suffisant pour agir dans cette vidéo. Alors, qui est Kenny Vish, un brillant manipulateur qui a fui sa vie, ou une âme tragique écrasée par la dépression qui a tenu sa dernière promesse? Il n'y a toujours pas de réponse claire. Le corps de Kenny Vish n'a jamais été retrouvé, et bien sûr, la M-Cave n'a pas non plus été retrouvée. Des dizaines de passionnés et de youtubeurs ont passé au peigne fin Shipridge à l'aide de drones, de GPS et de caméras thermiques. Ils n'ont rien trouvé. Peut-être que la grotte n'a jamais existé. Alors qu'est-ce que la M-Cave? Quelle vibration Kenny a-t-il ressenti ce jour-là? Était-ce une vibration physique réelle provenant des tests secrets effectués à la base aérienne de Nellis, à seulement 20 km de là? Ou s'agissait-il d'une vibration que Kenny Vish ressentait depuis longtemps en lui? L'écho d'une ruine financière, l'écho d'un traumatisme infantile, l'écho d'une profonde dépression dont il essayait désespérément de s'échapper? Au final, la grotte M n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était la recherche désespérée d'une issue que Kenny Vish, contrairement à ses centaines de tentatives précédentes, a finalement trouvée. Il s'est simplement rendu dans le désert, qu'il aimait, dans un endroit où, comme il l'avait promis, personne ne le retrouverait jamais. Mes amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau format. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette histoire. Prenez soin de vous et à bientôt pour les prochains épisodes.